Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le dernier JT de la semaine. Nous sommes le vendredi 11 mars 2022 à la une ce soir. Les droits des femmes sont au cœur de l'actualité cette semaine. En Savoie, des collégiens ont échangé avec des représentants de différents corps de métier. L'objectif, leur faire prendre conscience que leur futur emploi ne doit pas dépendre de leur genre. Et puis une rencontre tout en douceur à la fin de ce journal. Justine et son père Didier Lagorce consacrent leur vie à leur passion pour les chiens nordiques. Malamute et Husky partagent leur quotidien dans le petit village du Bio et nous ont ouvert les portes de leur gîte atypique. Mais avant de développer ces titres, nous en parlions hier, l'avenir du Conseil Savoie-Mont-Blanc semble en question depuis une semaine. Vendredi dernier, lors du débat d'orientation budgétaire, les deux présidents de département avaient eu quelques échanges à ce sujet. Ce jeudi, nous avions reçu un communiqué du groupe La Savoie nous unit. Il ne s'agit pas, comme nous l'avions annoncé hier, d'une déclaration du Conseil départemental, mais bien donc d'un communiqué de cette majorité menée par Hervé Guémard, le président de la Savoie. Dans ce texte, ces élus savoyards demandent aux conseillers de la Haute-Savoie de, je cite, « clarifier leurs objectifs quant à la poursuite de la collaboration des deux départements ». En marge d'un déplacement aujourd'hui, Martial Sadier, président de la Haute-Savoie, a confié sa réaction à Emmanuel Jaude. Je vous propose de l'écouter. D'abord, je n'ai pas vu le communiqué, donc je m'en excuse. Deuxièmement, on a eu une réunion hier après-midi ensemble. Donc ils ne m'ont pas donné le communiqué alors qu'on était ensemble toute l'après-midi. Quant au troisième point, s'il y a quelqu'un qui est sorti de l'ambiguïté, c'est moi le premier, puisque vous savez, vous en êtes fait l'écho. Il y a 10 jours, on a demandé, nous, la Haute-Savoie, à ce qu'on mette en route des travaux pour se mettre en conformité avec la Chambre régionale des comptes. Voilà, donc je n'ai pas d'autre réponse à apporter, si ce n'est qu'il y a 10 jours de retard. En ce qui concerne mes collègues, amis et voisins de la Savoie. Puis-je devenir pompier ou gendarme si je suis une femme? La question se pose peut-être encore un peu trop souvent. Pour lutter contre ces clichés de métiers genrés, la préfecture de la Savoie avait convié des collégiens ce jeudi à Chambéry. Ils ont rencontré des hommes et des femmes qui ont suivi leur vocation en dépit de clichés parfois persistants. Les adolescents ont participé avec eux à des débats autour du sexisme et de la parité. Manon Toiti était aussi dans la salle, reportage. Policiers, gendarmes, militaires, ces métiers sont souvent associés à l'homme. Mais pour prouver aux nouvelles générations que le genre ne définit en rien les compétences et un métier, la préfecture a reçu les 4e du collège Louise de Savoie pour qu'ils rencontrent ces professionnels et se rendent compte qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. On est tous égaux dans la vie. C'est pas parce que tu es une femme que tu dois avoir des restrictions. On reste tous des êtres humains nés de la même façon, pas forcément grandis dans les mêmes conditions, mais on est tous nés de la même façon, donc on a tous le droit au même respect. Tant qu'on veut, on peut toujours le faire. Par exemple, si tu es une femme, tu peux être n'importe quoi, ou si tu es un homme, tu peux faire n'importe quel métier. Ils sont nés en 2008 et pour eux, il paraît évident que les femmes sont les égales des hommes. Pourtant, pour celles qui sont venues présenter leur métier, le chemin n'a pas été aussi facile pour accéder à ces postes longtemps considérés comme masculins. Je suis d'une génération antérieure à la leur qui malheureusement n'avait pas les portes ouvertes comme elles le sont aujourd'hui. Jeune fille, alors que j'émettais le souhait de devenir sapeur-pompier professionnel, mon univers, mon environnement familial m'a rapidement expliqué que c'était un métier d'homme pour lequel il n'y aurait pas de possibilité d'intégrer les effectifs. J'ai plaisir à voir qu'aujourd'hui les mentalités ont évolué, que tout ça a cheminé. Et là, quand on questionne les collégiens, ils ne voient pas où il y a un problème sur la différence de genre, sur l'accès à ces métiers dits ancestralement, historiquement masculins. Cette démarche de sensibilisation s'inscrit dans une politique d'égalité entre les hommes et les femmes souhaitée par le gouvernement qui cible les adultes de demain. Pour avoir cette égalité, je pense que plus on commence tôt, mieux c'est. Et on sait que maintenant, si on a tout l'arsenal juridique, en fait, ce qui est compliqué, c'est les représentations, les clichés, tout ce qui perdure, les stéréotypes, et que c'est très important de travailler là-dessus le plus tôt possible. Les adolescents auront discuté toute l'après-midi avec ces professionnels. Il se pourrait même que ces échanges aient confirmé quelques vocations.
En bref, à Annecy, la plage de l'Impériale sera en travaux à partir du 14 mars et pour 2 semaines. L'objectif pour la ville est de rendre accessible ce site au grand public toute l'année. Le mini-golf et le karting vont ainsi être supprimés, remplacés par du gazon. L'ouverture au public est prévue en juin et durant les phases du chantier, le site restera inaccessible. Ce jeudi, la FDSEA des Savoies s'est réunie pour son congrès annuel. La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles fête ses 10 ans. De nombreux sujets ont fait l'objet de débats lors de cette journée à Albins. L'après-crise sanitaire, la hausse du prix des matières premières, la brucellose ou encore les prédations du loup accaparent l'attention des agriculteurs. Lucas Ruche était sur place pour prendre le pouls de cette filière essentielle pour nos 2 départements. Reportage. Éleveurs et agriculteurs de la région se sont réunis ce jeudi à la salle des fêtes d'Albins pour le traditionnel congrès de la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Deux-Savoies. L'organisme fête pour l'occasion les 10 ans de sa création et une partie des 3000 adhérents ont tenu à faire le déplacement. Les 2 ans de la crise sanitaire ont marqué les esprits et certains exploitants se rassurent en voyant que leur profession est enfin mise en avant. C'est le Covid qui a su qu'on existait. Le Covid, il a été un bienfait pour nous, puisque la population, elle a vu que tout était fermé, mais l'assiette était toujours pleine. Et l'assiette, c'est quand même nous, la profession agricole. Il n'y a pas que la crise sanitaire qui a remis en cause le travail des agriculteurs. Les conséquences de la guerre en Ukraine commencent à se faire sentir avec la hausse du coût des matières premières. Et les débats du jour se sont notamment axés sur l'indépendance agricole française. La crise qu'on traverse, ça remet sur le devant de la scène l'autonomie alimentaire de nos pays. Et je pense que c'est important aussi que ça repose ces questions-là et qu'on se recrée l'autonomie alimentaire. L'alimentation est une arme stratégique aujourd'hui. Et je pense que c'est important que nos grands décideurs, nos grands politiques s'en rendent compte. Malheureusement, à l'occasion d'une crise, on aurait préféré qu'ils s'en rendent compte aussi avant. Mais cette crise-là doit au moins permettre ce sursaut et nous encourage que plus à se mettre en phase pour produire toujours plus, produire des produits de qualité pour alimenter nos concitoyens. Produire plus et produire mieux, c'est le credo de la FNSEA depuis de nombreuses années. C'est pourquoi sa présidente nationale a tenu à être présente. Aujourd'hui, tout le monde mesure qu'il faut produire en quantité, en qualité, mais aussi en prix accessible. Il y a parmi les consommateurs toutes les bourses. Il y a ceux qui ont un fort pouvoir d'achat, mais il y a aussi des précaires alimentaires. Et nous voulons produire pour tous les marchés et pour tous les moments de consommation. Donc il faut de l'agriculture qualitative, mais il faut aussi de la production de masse, qualitative aussi, mais qui correspond à un certain pouvoir d'achat. Les thèmes de la prédation du loup et de la brucellose ont aussi été abordés lors de ce congrès. Autant de sujets qui font la particularité de nos départements. Ils ont créé un véritable repère sur le thème du Grand Nord. Justine Lagorce et son père Didier sont passionnés par les chiens nordiques et ils en ont fait leur métier. Ils gèrent ensemble des gîtes atypiques dans le petit village du Bio dans le Chablais et ils emmènent leurs clients en balade en traîneau ou en cani-rando dans la station des Jets. C'est une rencontre que nous avons pu faire la semaine dernière. Reportage. Toundra, la femelle husky aux yeux verrons, et Nanook, mi-malamute, mi-husky, profitent d'un moment de complicité avec Justine. La jeune femme, assistante vétérinaire de formation, est passionnée par les chiens du Nord. On a également Oural, donc lui c'est un malamute d'Alaska qui a 3 ans et demi. Comme vous pouvez voir, c'est un chien très, très proche de l'homme également. Lui au traîneau, son rôle c'est un peu le rôle de tracteur. Il a une très grosse puissance. Donc au niveau du traîneau, il se trouve le plus à l'arrière possible afin d'avoir le poids du traîneau. Et donc c'est lui qui tracte le plus. En cani-rando aussi, il tracte énormément. Donc on le confie à des personnes qui ont une bonne condition physique, qui sont bien motivées à marcher. Mais c'est un super chien. Et puis au sein de la meute, c'est surtout le chef de meute. Donc c'est lui qui gère un petit peu toute sa meute comme il le veut. Voilà. Mais sinon avec l'humain... C'est un bon chien. Le chef de meute à ne pas confondre avec le chien de tête. Si Oural maintient l'ordre dans le clan, Buck, l'Alaskan, vif et rapide, capable de reconnaître sa droite et sa gauche, est le meneur une fois attelé. Chacun a son rôle, chacun a sa place dans la meute et dans le cœur de cette passionnée. On va me laver la main.
Une passion héritée de son papa mûcheur, mais aussi menuisier. C'est lui qui a construit autour du chalet familial des chambres d'hôtes inspirées de l'univers du Grand Nord. La passion, ça vient déjà de mes lectures de gamin, c'est-à-dire tout ce qui était Jack London, L'appel de la forêt, Les chercheurs d'or, La ruée vers l'or. J'ai voulu recréer ce petit monde en démarrant par le chalet trappeur qui est derrière moi. Et puis après j'ai créé le saloon, j'ai créé la mine de Buck. C'est issu de mes lectures, les prospecteurs d'or dans les années 1890, et j'ai fait cette trilogie qui correspond à mes lectures, à mes rêves de gosse que j'ai mis en forme sur le tard, mais bon, il n'est jamais trop tard. Voilà. Et maintenant, avec le recul, je me dis que j'ai peut-être bien fait parce que c'est un peu plus reposant que de faire du bâtiment. Quoique c'est un gros bateau à tenir, mais bon, j'ai quand même ma fille et mon gendre qui tiennent ça d'une main de fer et j'en suis très content. La passion de Didier vient aussi d'une rencontre avec Enouk, son premier malamute, un chien qui l'a accompagné pendant des années et dont le souvenir n'est pas près de s'effacer. Dans la station piétonne d'Avoria, Enouk aidait Didier à transporter son matériel. Puis il a transporté des enfants. La flamme du mûcheur s'est ainsi allumée. Une flamme transmise aujourd'hui avec succès à la plus jeune de ses filles. C'est une remise en cause tous les jours. Ce qui est valable aujourd'hui n'est pas valable le lendemain. Et c'est ce que je lui explique tous les jours. Il faut toujours, un chien évolue, la meute évolue, leur caractère évolue, comme nous d'ailleurs. Un couple n'est pas régulier, donc les chiens c'est pareil. Et la difficulté, c'est on travaille avec du vivant. Et le vivant évolue. Et c'est la grosse difficulté, il faut leur apprendre. Mais ce qu'on leur apprend aujourd'hui, suivant leur caractère, ça peut changer. Donc il faut tous les jours se remettre en question. Et puis quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Et puis il faut pas avoir peur de se remettre soit en question et se dire qu'un chien aujourd'hui il est bon, le lendemain il sera moins bon et il faut faire avec. Alors quand on travaille avec, on a des clients, faut s'adapter aussi. Dressage, soins, activités, Justine travaille ainsi aux côtés de son père pour apprendre les bases du métier. Le maniement du traîneau, mais aussi l'encadrement d'une cani rando, ces randonnées tractées par les chiens. Le plus important au cours de la balade, c'est de garder un rythme quand même, rythme du montagnard. Pas s'épuiser dès le début parce qu'il y a quand même 1h30 de marche. Il y a 8 km à faire, donc il faut garder son souffle dès le début. Allez mon gros! Après quelques minutes seulement, les sourires s'élargissent, le bonheur est partagé. Ah, quand ça monte, oui, on sent qu'il tire quand même. Ça allège le poids en fait. On a fait des randos avec raquettes, sans le chien. Bon, moi je suis pas sportive du tout, donc forcément je galère un peu. Mais avec Buck c'est beaucoup plus facile. Il aide, il entraîne bien. Et puis pendant qu'on s'occupe de lui, on pense pas à la montée. Celui-là il tire, il nous tire bien même, donc oui on sent vraiment une différence. Je pense que si on détache le harnais on marche pas à la même vitesse, clairement. Sur les hauteurs des Jets, sur les pentes du Mont Cali, avec une vue imprenable sur le Mont Blanc, les humains mettent ainsi leurs pas dans ceux de ces chiens, fins connaisseurs du froid et des étendues enneigées. Ils ont trouvé auprès de Didier et de Justine des maîtres attentionnés et dévoués qui promettent à ces pattes nordiques encore beaucoup de belles journées près des sommets. Et comme chaque soir, nous faisons le point sur les performances des Bleus aux Jeux paralympiques de Pékin. Et ce soir, c'est Lucas Huche qui m'a rejoint sur le plateau. Bonsoir Lucas. Bonsoir Victoria. Alors on va commencer avec déjà la nouvelle médaille d'or pour l'Annécien Benjamin Davier. Il était attendu et il a répondu présent. Le porte-drapeau de l'équipe de France, Benjamin Davier, a remporté l'or ce matin en parabiathlon catégorie debout. Il devance le Canadien Mark Arens et l'Ukrainien Grigori Wojcinski. C'est donc son deuxième titre paralympique après sa victoire mercredi sur l'épreuve de sprint en ski de fond. Et puis une autre médaille d'or a ravi le camp français, Lucas. Grâce à un deuxième run de folie, le snowboarder niçois Maxime Montagioni remporte l'épreuve de bank slalom. Il devance de près d'une demi-seconde les Chinois Ji et Tsu. Et bravo concernant, Et concernant les autres Français engagés, Mathias Menendez prend la 11e place et Laurent Vaclica termine 23e. Pas de nouvelles médailles en revanche pour la para-snowboardeuse Cécile Hernandez qui se classe 6e. Et puis petite déception aussi pour la multi-médaillée Marie Bochet en para-ski alpin. Pas de 10e médaille de son côté pour la skieuse chambérienne qui termine 4e du géant en catégorie debout, elle qui avait pourtant gagné cette épreuve lors des 2 derniers Jeux.
La nouvelle reine du géant est chinoise, encore une fois, elle se nomme Meng Qiucheng. Et est-ce que la France monte tout de même sur le podium au classement des médailles ou pas? Malheureusement non, le camp bleu-blanc-rouge est toujours 4e avec 6 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 2 en bronze. Le classement encore est toujours dominé par les Chinois et leurs 47 médailles, rien que ça. Et bravo à eux tout de même, on reste fair-play. Quel sera le programme du dernier week-end de compétition déjà pour nos Bleus, Lucas? Pour les dernières chances de médailles, rendez-vous demain matin à 3h du matin en paraski de fond avec les Hauts-Savoyards Anthony Chalençon et Benjamin Davier. Et enfin dimanche, la skieuse Marie Baucher est en train de ramener une 2e médaille de Pékin lors du slalom féminin en catégorie debout. Et 3h du matin, Lucas, c'est à peu près l'heure à laquelle vous allez vous réveiller avec Emmanuel Jaude, non pas pour suivre ses athlètes, mais pour en suivre d'autres, ceux de la Pyramenta qui se tient depuis mercredi dans le Beaufortin. Et on verra un reportage lundi. Merci Lucas. Merci. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous allons nous quitter en images avec le carnaval vénitien d'Annecy qui fait son grand retour après 2 ans d'absence. Nous avons retrouvé des images d'archives qui vous donneront un bel aperçu de ce qui vous attend dès ce vendredi soir. Sur 8 Mont-Blanc, tout de suite la météo et puis un nouveau tête-à-tête. Sébastien Germain est en compagnie de Stéphane Loison, figure du FC Annecy. Vous retrouverez également Sébastien lundi pour un nouveau journal. Passez un excellent week-end et à très vite.